Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité politique en Afrique a été marquée par plusieurs élections. Ouvrons cette rétrospective de l'actualité au Mali, où le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé en tête des élections présidentielles. Il sera face à son opposant Soumaïla Cissé au second tour. Au premier tour qui s'est tenu le 29 juillet, Keïta, 73 ans, est arrivé en tête avec 1 3 813 voix, soit 41,42% des voix, a indiqué le ministre de l'administration territoriale, Mohamed Hadj, lors d'une annonce à la télévision publique ORTM. Comme il y a 5 ans, il retrouvera en second tour Soumaïla Cissé, qui a recueilli 573 000 voix, soit 17,80%, selon les résultats officiels provisoires portant sur l'ensemble des suffrages. L'homme d'affaires Aliou Diallo arrive en troisième position avec 7,95% des suffrages et l'ancien chef de gouvernement de transition, Cheikh Modibo Diarra, avril-décembre 2012, complète le quatuor de tête avec 7,46%. Mohamed Hadj, ministre de l'administration, s'est prononcé sur le taux de participation. Taux de participation 43,06%. Ont obtenu Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, 1 333 813 voix, soit 41,42%. Soumaïla Cissé, 573 111 voix, soit 17,80%. Au total, les électeurs de ce vaste pays d'Afrique de l'Ouest étaient appelés à choisir entre 24 candidats lors d'un scrutin clé pour l'ensemble du Sahel, toujours confrontés à la menace de djihadistes malgré 5 ans d'intervention militaire internationale. Et au Zimbabwe, la population a participé aux premières élections municipales et législatives, également présidentielles. Emmerson Mnangagwa, ancien bras droit de Robert Mugabe, a été élu dès le premier tour, une victoire qui a été immédiatement contestée par l'opposition. Selon les résultats officiels définitifs, Emmerson Mnangagwa a obtenu 50,8% des voix contre 44,3% pour son principal adversaire, Nelson Chamisa. Dans la nuit du jeudi à vendredi, Priscilla Chingumba, la présidente de la commission électorale, a proclamé les résultats de l'élection. Ainsi, Mnangagwa Emmerson Dabuzzo, du parti ZANU-PF, est donc dûment déclaré président élu de la République du Zimbabwe, prenant effet le 3 août 2018. L'opposition, quant à elle, a immédiatement rejeté la victoire du nouveau président, car selon elle, les résultats sont faux, n'ayant pas été vérifiés par les agents de vote. Les résultats ont été annoncés. Ils n'ont pas été vérifiés par nous. Je n'ai pas signé ces résultats, donc ces résultats sont faux. Les résultats qui viennent d'être imprimés, ils n'ont pas été vérifiés par les agents de vote. Et nous sommes les agents de vote. Et nous ne les avons pas faits. Lundi dernier, les Zimbabwéens s'étaient déplacés dans le calme et en masse pour ces élections générales historiques qui devaient marquer un tournant dans l'histoire du pays. Mais ces espoirs ont été brisés par la répression meurtrière de mercredi dernier après l'annonce de la victoire écrasante de la ZANU-PF aux législatives. Rappelons qu'Emmerson Mnangagwa a succédé à Robert Mugabe à la suite d'un coup de la force de l'armée qui a contraint le nonagénaire à démissionner. Les manifestations post-électorales entre forces de l'ordre et opposition auraient fait, selon un bilan de la police, 6 morts, des dizaines de blessés et des dégâts matériels. En RDC, la population a assisté au retour de Jean-Pierre Bemba, un retour où une foule a accueilli l'ex-vice-président après 10 ans passés à la CPI. Nous suivons le reportage de Mamadi Dri. Des dizaines de milliers de personnes ont accueilli de l'aéroport au centre-ville Jean-Pierre Bemba pour son retour après 11 années d'absence, dont 10 ans de prison à la Cour pénale internationale CPI. Les militants du mouvement pour la libération du Congo de Jean-Pierre Bemba sortis nombreux pour saluer leur président, exprimant leur joie. Je suis très ému du retour de mon président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour la suite de la politique. Pour la
suite de politique, nous attendons, nous avons la ferme conviction, c'est lui le futur président de la République. Nous remercions les seigneurs du retour de notre président national Jean-Pierre Bemba, le futur candidat président de la République. Écoutez, pour nous, c'est d'abord une réjouissance populaire. C'est une fête familiale, une fête nationale. Le peuple congolais ici trouve l'occasion d'exprimer sa sympathie auprès de son frère, auprès de leurs frères, auprès de leur chef, de leur leader. Pour nous, c'est une réjouissance populaire, une marque de confiance que le peuple congolais a témoigné à l'endroit de Jean-Pierre Bemba. Il s'agit du plus important rassemblement en RDC depuis 2 ans après le retour d'un opposant Étienne Tshisekedi en juillet 2016. Bemba a retrouvé Kinshasa qu'il avait quitté le 11 avril 2007 après des combats meurtriers entre Samicide et l'armée de Kabila qui a causé environ 250 morts. Son acquittement surprise en juin dernier avait provoqué la joie de ses fidèles dans l'ouest de la RDC, une centaine d'indigences de Kantaguer du pouvoir qui ont facilité son retour au pays. L'ex-vice-président revient en RDC une semaine avant la date butoir pour le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain et qui doit organiser le départ du président Kabila. Après son dépôt de candidature, Bemba compte se rendre samedi prochain dans son fief familial au Guemena, au nord-est du pays, sur la tombe de son père. C'est d'ailleurs là-bas, dans la province de l'ex-Équateur, qui aurait voulu commencer un test de popularité pour son retour au pays. Mais il a été empêché par les autorités pour des raisons de sécurité. Par ailleurs, le chef de l'État, Joseph Kabila, qui pourrait ne plus se présenter à la présidentielle de décembre prochain, a affirmé qu'il respecterait la Constitution, mais il n'a pas toujours désigné de dauphin au sein de sa majorité présidentielle. Et Jean-Pierre Bemba a posé l'acte lui permettant de participer en tant que candidat à la course à la succession du président Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Il a déposé sa candidature à la présidentielle du 23 décembre prochain au lendemain de son retour à Kinshasa. Aux Comores, le oui est arrivé largement vainqueur à plus de 92% après le référendum constitutionnel du lundi 30 juin dernier. Une victoire du camp au pouvoir contestée par l'opposition qui a dénoncé une mascarade électorale. Plus de précisions avec Cécile Tony. 92,74% d'approbation contre 7,26% d'abstention. L'annonce a été faite par le président comorien de la commission électorale lors d'une conférence de presse dans la capitale Moroni. 301 006. Nombre de votants, 192 444. Taux de participation, 63,9%. Bulletin nul, 8 755. Suffrage exprimé, 183 572. Oui, 172 240, soit 92,74%. Non, 13 338, soit 7,26%. La participation au référendum, organisée dans le petit archipel de l'océan Indien à l'histoire politiquement mouvementée, est de 63,9%. L'opposition qui a jugé le référendum illégal a dénoncé un référendum fait sur mesure pour le président Azali Assoumani, cet ancien putschiste élu en 2016 à la fonction suprême. La réforme plébiscitée renforce ses pouvoirs en lui permettant de briguer 2 mandats de 5 ans consécutifs contre un seul actuellement. Après l'annonce des résultats, l'opposition a réagi. Selon elle, le scrutin a été truqué et les chiffres préfabriqués. Un constat partagé par les observateurs de la force en attente de la région Afrique de l'Est qui ont constaté un afflux de bulletins dans les urnes dans de nombreux bureaux de vote visités. Maintenant que sa réforme a été adoptée, Assoumani peut, à condition de remporter les élections, rester au pouvoir jusqu'en 2029. Au Cameroun, environ 200 personnes ont pris part à une marche dans les rues de Buea, chef-lieu de la région anglophone du sud-ouest du Cameroun. Objectif, dénoncer la tentative de sécession des 2 régions anglophones du Cameroun où la violence est montée d'un cran ces derniers temps. Siaka Kone. Comme indiqué par les pancartes, ces marcheurs entendent lutter contre la sécession de la partie anglophone du Cameroun. Organisée par Patrick Ekema, maire de la ville de Buea, cette marche vise à dénoncer les prises d'otages des chefs traditionnels et aussi les violences perpétrées dans le sud-ouest du pays. Nous voulons
aussi critiquer absolument les actes barbariques menés dans la population, surtout les chefs traditionnels, et aussi pour avoir notre chef traditionnel tué par les Ambazoniens. L'initiateur de cette marche condamne également la conférence prévue fin août prochain à Buea par le cardinal Christian Toumi. Conférence qui doit réunir les personnalités des deux régions anglophones pour un dialogue national avec Yaoundé. Constituée seulement de 20% des 23 millions d'habitants, la partie anglophone minoritaire occupe des infimes parties des côtés sud-est et sud-ouest du Cameroun. Ces parties anglophones devront constituer l'Ambazonie, s'estimant marginalisées et lésées dans la répartition des ressources du pays. Depuis 2 ans, les violences sont montées d'un cran avec au compteur assassinats et prises d'otages entre séparatistes et contre-sécessionnistes. Action des hommes et de groupes armés favorables aux deux camps. Pour l'instant, l'Église catholique est le seul acteur à même de promouvoir le dialogue entre les insurgés et le gouvernement qui fait face aux sécessionnistes. A noter que fin juillet dernier, le curé de la paroisse catholique de Bomaka, à Buea, a été tué par des individus non encore identifiés. Nous avons assisté également cette semaine au début d'une crise diplomatique entre les États-Unis et la Turquie, une crise qui a vu le jour suite à la décision de Washington d'imposer des sanctions contre 2 ministres de Recep Tayyip Erdogan en lien avec la détention d'un pasteur américain. Cécile Tony. Ces sanctions consistent en la saisie des biens et avoirs des ministres turcs de l'Intérieur et de la Justice, Süleyman Soylu et Abdülhamid Gül. L'annonce a été faite par l'administration Trump qui interdit à tout ressortissant américain de faire affaire avec ses responsables turcs. Le président suit la situation concernant le pasteur Andrew Brunson en Turquie de près. Nous n'avons constaté aucune preuve que le pasteur Brunson a fait quoi que ce soit de mal et nous pensons qu'il est la victime d'un intérêt injuste et inéquitable du gouvernement turc. À la demande du président, le département du Trésor sanctionne les ministres turcs de la Justice et de l'Intérieur qui ont tous les deux joué un rôle majeur dans l'arrestation et la détention du pasteur Brunson. Les États-Unis accusent ces 2 ministres de Recep Tayyip Erdogan d'avoir joué un rôle majeur dans l'arrestation et la détention du pasteur américain Andrew Brunson. Son placement en résidence surveillée mercredi dernier, après 1 an et demi de détention, a décuplé les tensions. Par ailleurs, le vice-président américain Mike Pence, chrétien évangélique comme Brunson, a désigné le pasteur comme une victime de persécution religieuse dans une Turquie à majorité musulmane. Une accusation dont s'est défendu Recep Tayyip Erdogan, qui ne tolère pas le ton menaçant des États-Unis. Les relations entre ces 2 pays, qui ont les plus grandes armées de l'OTAN, se sont compliquées par des désaccords sur le dossier syrien et le sort du prédicateur et opposant turc, Fethullah Gülen, exilé en Amérique, dont Ankara réclame avec insistance l'extradition, pour son implication présumée dans le putsch avorté de juillet 2016. Une demande de rester pour l'heure lettre morte. Tahira Wadou, une femme noire et musulmane, a attiré également notre attention. Cette avocate s'attaque à un défi de taille dans son État du Massachusetts, obtenir les voix d'électeurs majoritairement blancs et catholiques à l'occasion du scrutin de mi-mandat présidentiel en novembre prochain, devenant ainsi la première femme musulmane à siéger au Congrès. Femme noire musulmane, Tahira Amatul Wadoud, âgée de 44 ans, fait partie des 5 femmes musulmanes à se présenter au Congrès à l'occasion du scrutin de mi-mandat présidentiel en novembre 2018. La religion ne fait pas partie de son programme. La jeune femme avocate ambitionne surtout d'améliorer l'ordinaire de la région du Massachusetts où le chômage est le plus élevé. Tahirat Amatul a une structure imposante et un ton volontaire. Elle reconnaît trouver sa force dans la foi. Je ne parle pas toujours de religion parce que je ne cherche pas à faire de la politique sous cet angle-là. C'est laïque. Mais c'est dans la religion que je puise ma force. La route s'annonce longue pour Tahirat, qui doit d'abord s'imposer lors de la primaire démocrate du 4 septembre prochain, face à Richard Neal, qui représente la circonscription depuis 1989. À ce jour, son rival a dégagé 3 millions de dollars pour sa campagne, soit environ 40 fois ce que pèse sa propre enveloppe.
Taïrat Amatoul Wadoud assure néanmoins pouvoir compter sur 300 volontaires prêts à frapper aux portes pour porter la bonne parole. Certains aspects de sa personnalité sont alarmants pour les gens. Je me rends bien compte parfois que les gens sont surpris par mon apparence. Peut-être c'est parce qu'un ami les a invités à un meeting et ne les a pas prévenus que j'étais vêtu de cette façon. Ou alors justement ils viennent par curiosité, parce qu'ils savent à quoi je ressemble. Ça arrive souvent, mais je n'ai jamais eu à affronter de racisme pur et dur. Je suis reconnaissante de ça et j'espère que ça n'arrivera jamais. Le succès surpris d'Alexandria Ocasio-Cortez, novice en politique qui a battu fin juin lors d'une primaire démocrate, a donné un nouveau souffle à la campagne de Taïrat qui s'est réjoui de bénéficier d'une accélération de dons après sa victoire inattendue. Le temps du changement est venu pour Dana Williams qui rejoint l'équipe de campagne après son licenciement. Ce qu'elle nous apporte, c'est l'espoir d'un avenir meilleur pour nos enfants, nos petits-enfants et pour nous. Vous savez, je ne rajeunis pas, alors j'ai vraiment besoin de changement. Par ailleurs, en cas de défaite, elle n'entend pas renoncer pour autant. L'actualité économique a enregistré l'ouverture des discussions sur un accord de libre-échange entre Pékin et Londres. Les échanges ont eu lieu lors de la première visite du nouveau chef de la diplomatie britannique, Jeremy Hunt, hors d'Europe. Les échanges devraient s'ouvrir après la sortie de Londres de l'Union européenne. La Chine et le Royaume-Uni sont décidés à créer des synergies entre leurs stratégies de développement. L'offre faite par le ministre des Affaires étrangères Wang Yi d'ouvrir une discussion sur un possible accord de libre-échange entre la Grande-Bretagne et la Chine après le Brexit est une offre que nous accueillons et que nous allons explorer. Nous sommes tombés d'accord pour créer des synergies entre nos stratégies de développement, d'élargir l'échelle de nos échanges commerciaux et de nos investissements bilatéraux et de mettre l'accent sur la promotion et la coopération des domaines de l'énergie nucléaire, de la finance, de l'innovation. Outre les discussions sur l'accord de libre-échange, Jeremy Hunt et Wang Yi ont également évoqué le dossier des enfants Simpson. Nous avons également évoqué des dossiers consulaires, notamment celui qui, je le sais, inquiète beaucoup de personnes en Grande-Bretagne, celui des enfants Simpson. Le ministre Wang a dit qu'il allait examiner le dossier tout en respectant l'indépendance du système judiciaire chinois. La rencontre devrait également pointer du doigt la Corée du Nord et le réchauffement climatique. Après la Chine, celui qui a remplacé Boris Johnson à la tête de la diplomatie britannique devrait se rendre à Paris et à Vienne pour des discussions consacrées au Brexit, à des questions de sécurité internationale, comme la menace provenant de Russie, la guerre et l'accord syrien. Autre actualité économique, le forum régional qui s'est ouvert vendredi dernier à Singapour. Les États-Unis devraient y faire pression pour que la communauté internationale continue d'appliquer les sanctions contre la Corée du Nord afin de pousser Pyongyang à abandonner ses armes nucléaires. Lors du forum régional de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, en abrégé ASEAN, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et des diplomates d'autres pays vont examiner de près ce que Pyongyang a entrepris depuis pour abandonner ses armes nucléaires. En se basant notamment sur des récentes images satellites d'une usine où a été fabriqué le premier missile capable d'atteindre les États-Unis, les agences américaines de renseignement pensent que la Corée du Nord construit de nouveaux missiles. Pendant les travaux, Mike Pompeo va aussi aborder un autre sujet, à savoir les revendications de son rival chinois dans la mer de Chine méridionale et la présence croissante de Pékin dans cette région. La Chine revendique quant à elle la quasi-totalité de la mer contre les prétentions rivales des pays riverains de l'ASEAN, tels que le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et le Sultanat de Brunei. Le forum organisé chaque année par l'ASEAN va également réunir des diplomates de haut rang des 26 pays de l'Union européenne pour des discussions sur les problèmes politiques et de sécurité en Asie-Pacifique. Des rencontres comme celle-ci sont une opportunité pour rappeler à tous les pays de l'ASEAN leurs obligations d'adhésion aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.
Au deuxième jour du sommet, les États-Unis ont appelé à maintenir la pression sur la Corée du Nord pour qu'elle abandonne ses armes atomiques, provoquant une nouvelle fois la colère de Pyongyang qui a dénoncé l'impatience de Washington. Et la Banque d'Angleterre a annoncé l'augmentation de son taux d'intérêt, une décision prise pour affronter les potentielles turbulences du Brexit. La Banque d'Angleterre a décidé à l'unanimité et sans surprise de relever son taux d'intérêt pour la deuxième fois depuis la crise financière, tout en se gardant des marges de manœuvre pour affronter les potentielles turbulences du Brexit. Cette fois-ci, la Banque centrale n'a fait preuve d'aucune hésitation et a annoncé le jeudi dernier avoir augmenté son taux de 0,25 points à 0,75%, comme cela était très majoritairement attendu par le marché. Si une semaine est une longue période en politique, 2 ans est une éternité en politique monétaire. Il y a 2 ans, en cette période d'incertitude accrue, le comité de politique monétaire a mis en place un ensemble complet de mesures, notamment la réduction du taux d'escompte à un plancher historique de 1/4% et l'achat de 70 milliards de livres d'actifs supplémentaires. Aujourd'hui, le comité de politique monétaire relève le taux d'escompte de 0,25 points à 0,75%. Selon McCartney, dont le mandat de gouverneur se termine l'été prochain et qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse, les récentes données confirment que le ralentissement au premier trimestre reflétait les conditions météorologiques et non pas le climat économique. Pour la Banque d'Angleterre, la cible des 2% devrait être atteinte d'ici 2 ans à 2 ans et demi en s'appuyant sur les attentes du marché qui tablent sur environ 3 hausses de taux pour les 3 prochaines années. Aujourd'hui, l'emploi est à un niveau record. La capacité de réserve de l'économie est très limitée. Les salaires réels augmentent et les pressions externes sur les prix diminuent. Compte tenu de l'inflation générée au pays et de la perspective d'une amende excédentaire dans l'économie émergente et un resserrement modeste de la politique monétaire est maintenant approprié pour ramener l'inflation à sa cible de 2% et pour la maintenir. Les prochaines décisions de la Banque centrale risquent toutefois d'être largement influencées par le Brexit. Pour conclure, McCartney a ajouté que depuis le référendum du Brexit, les entreprises ont investi bien moins qu'en temps normal, alors que les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sont entrées dans une période cruciale. Alors que les négociations patinent et que l'échéance de fin octobre pour parvenir à un accord de sortie de rapproche, la perspective d'un Brexit dur est évoquée de plus en plus ouvertement, ce qui effraie les milieux d'affaires. Une autre actualité a attiré notre attention cette semaine. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens font face à une pénurie de gaz. Siaka Kone s'est rendu sur le terrain. Un coup d'œil dans les coffres des véhicules en ce moment à Abidjan, le constat est ceci. Pour Mohamed Doumbia, propriétaire de ce véhicule, cette pratique est le seul moyen qui s'offre à lui d'approvisionner son ménage en gaz butane, denrée devenue rare dans les périmètres d'Abidjan. Non, on n'arrive pas à gagner le gaz. Moi, je suis à Bobo, ça fait 3-4 jours. Il y a ma bouteille dans ma voiture, je me promène. C'est aujourd'hui que je viens de voir, puis il y a demain partout mon frère pour qu'il me donne une bouteille. Ceux ne disposant pas de moyens personnels de mobilité ont recours à leurs jambes, bouteilles sur la tête, bravant intempéries et ceux d'un quartier à un autre. En tout cas, ça nous épuise vraiment. On a besoin même de ça. Ça, on ne peut rien faire. Souvent, il pleut, on n'a pas de charbon, on n'a ni rien à la maison. On a besoin de gaz pour pouvoir préparer, pour pouvoir faire les petits soins. Bon, c'est difficile. C'est difficile parce que quand tu te réveilles pour préparer tout ce que tu veux, qu'il n'y a pas de gaz avec charbon, c'est difficile. Tu vas souffler le feu jusqu'à avec gaz, c'est facile. Dès que tu allumes le gaz, tu mets tout ce que tu veux, c'est facile. Nul n'est épargné par cette pénurie qui gagne progressivement du terrain. Ceux exerçant même dans le secteur d'activité sont obligés même de se mettre à la tâche. Ça a duré tellement de temps, on ne sait plus même comment faire. Les gens sont obligés de quitter jusqu'à Gonzague, aller jusqu'au dépôt pour aller chercher des choses. Le premier bateau qui est venu jusqu'en bon, le gaz est là, c'est pas trop beaucoup. Jusqu'en présent, il n'y a pas un bateau encore qui est venu. Situation regrettable qui dure environ 1 mois. La population ne sait à quel sein se vouer. Comme solution immédiate, certains préfèrent retourner au charbon de bois, attendant que les choses se décantent. Mais maintenant, avec le charbon, c'est dur. En tout cas, ils n'ont pas revoir, c'est dur. Ça nous fatigue. On n'est pas là jamais pour payer le charbon. À la faveur de cette situation imprévue, l'on assiste à une perturbation de l'habitude des citadins ivoiriens, aujourd'hui attachés
Au butane, leur cri de cœur apparaît comme une goutte d'eau dans la mare. Les déclarations des structures en charge de la gestion du gaz butane en Côte d'Ivoire ne semblent plus convaincantes tant la situation perdure. Les consommateurs subissent le coût de cette pénurie avec des augmentations à n'en point finir. C'est une chose. Au quartier, chez moi, on me dit 4 000. Lui, il me dit qu'ils l'ont déposé à 2 500. Non, moi, j'ai pris à 3 000. Au quartier, chez moi, on me dit 4 000. À Bobo. À 3 000 francs. Attends, avant, c'était 2 200. Mais maintenant, ça monte jusqu'à 3 000 francs. Ça fait une semaine, moi, pour moi-même, elle est finie. J'ai en train de chercher. Jusqu'à ils ont augmenté même. Le gaz est venu 3 000 chez nous là-bas. À Cocody, au lycée technique, ce responsable de stockage de butane dans cette station a du mal à convaincre la clientèle. Oh, les clients se plaignent beaucoup. C'est sans ça, on va manger, se plaignent beaucoup. On les conseille même d'appeler là-bas parce que souvent quand on les dit qu'on a appelé que ça va venir, puis ça ne vient pas, ils sont fâchés. Donc, souvent même ils les donnent les numéros d'appeler. Même son de cloche pour les revendeurs qui, à l'instar des distributeurs, broient du noir. La pétrole, voilà, même ça fait quelque chose de 1 mois et quelques que je ne gagne pas. Pourtant, je paye maison, je paye impôts, je paye tout. C'est pas normal. Essayez de revoir les trucs. Pour savoir davantage sur les raisons de cette pénurie, nous avons tenté d'aller à la source de l'information. Des Petrosi à Gestosi en passant par la Société ivoirienne de raffinage CIR. Comme une balle de tennis, nous avons été renvoyés malgré notre ferme insistance. En pareille situation, la communication apparaît comme une solution idoine en attendant qu'une solution définitive soit trouvée à ce calvaire de la population ivoirienne. En France, l'actualité a été marquée par la présentation du rapport de l'inspection générale de justice sur l'évasion de Redouane Faïd. Le 1er juillet dernier, la ministre française de la Justice a pointé du doigt les failles sécuritaires et a annoncé une réorganisation de l'administration pénitentiaire. Jugée insuffisamment réactive, l'administration centrale pénitentiaire de Réau va être réorganisée. Au lendemain de l'évasion, la ministre française de la Justice, Mme Belloubet, avait reconnu sous le feu des critiques qu'il y avait peut-être une défaillance. En effet, cette évasion résulte de la conjonction de failles de sécurité exploitées par un commando paramilitaire qui a ainsi tiré profit de l'absence de filets anti-hélicoptères dans la cour d'honneur et d'un problème sur le dispositif d'appel d'urgence des forces de l'ordre. Le 4e axe s'attache à la réorganisation de l'administration pénitentiaire à l'échelon central. J'entends pleinement tirer les conséquences d'un fonctionnement qui a été décrit par l'inspection comme insuffisamment réactif. La ministre a en revanche pris la défense du personnel pénitentiaire dont la sidération a annihilé la capacité de réaction, mais qui a permis sans doute d'éviter un bilan humain sûrement très lourd face à des malfaiteurs très armés. Cette sidération a d'une certaine manière évité un bilan humain sûrement très lourd face à des malfaiteurs qui, vous le savez, étaient hautement armés et assurément très déterminés. Afin de recréer un véritable état-major de la sécurité, la ministre de la Justice a annoncé qu'une 15aine d'agents seront désormais affectés aux détenus. Les perturbations au niveau du trafic ferroviaire en France ne sont pas passées inaperçues après l'incendie d'un poste électrique perturbant fortement la circulation des trains en gare de Paris-Montparnasse. L'équipe technique a travaillé au rétablissement de l'alimentation. Celle-ci a été restaurée le dimanche 2 août dernier. Devant la gare, les passagers oscillent entre résignation et exaspération. Le train du Petit n'est pas arrivé, on nous a envoyés à la gare d'Austerlitz. J'ai attendu plus d'1 heure à la gare d'Austerlitz pour nous dire là au final, il faut retourner gare Montparnasse pour aller récupérer l'enfant. Et c'est possible qu'ils me renvoient à gare d'Austerlitz pour aller le récupérer. Vous voyez, ma journée n'est pas finie et j'habite à l'autre bout du 95. Donc c'est une grosse journée là. Voilà. On ne peut que attendre le train en gare. Impossible de réserver, même avec un accès plus. Voilà.
Donc on se pointe pour un train qui va peut-être exister, mais qui n'existera peut-être pas. L'incendie sur un poste électrique a fortement perturbé le trafic le week-end dernier, très chargé en raison des départs et des retours de vacances, répétant à Montparnasse les mêmes scènes. Mon train a été annulé, mais je peux en prendre un autre direct, donc ça me pas vraiment. J'ai 1 heure d'attente, quoi, donc ça ne me dérange pas. Alors j'avais un train à 9h30 ce matin, mais du coup qui a été supprimé. Donc du coup là en fin de journée j'ai un train à 16h35 qui me fait arriver chez moi sur les coups de 20h, 20h30. Le patron de la SNCF a pointé du doigt la société gestionnaire du réseau de transport de l'électricité. Il a souligné à plusieurs reprises que son entreprise était victime d'une panne extérieure à la SNCF, alors que celle-ci souffre d'une image détériorée dans l'opinion publique qui l'accuse de retard et annulation à répétition. La Société nationale des chemins de fer SNCF a mis en place un plan de transport alternatif et a su 2/3 des trains sur l'Atlantique à l'arrivée ou au départ de Montparnasse ou de Paris-Austerlitz, gare sur laquelle ont été déroutés certains trains. Signe de l'importance que revêt l'affaire en France, le gouvernement a décidé d'ouvrir une enquête sur les conditions d'alimentation de Montparnasse, s'étonnant en particulier du fait qu'aucun système de recours indépendant du transformateur n'ait été mis en place. L'an dernier déjà à la gare Montparnasse, le trafic avait été paralysé à la même date, cette fois en raison d'une panne interne à la SNCF concernant la signalisation. Après 3 jours de grandes perturbations ayant affecté des dizaines de milliers de passagers, le réseau vieillissant avait été pointé du doigt. Soulignant qu'à peine revenu à la normale, le trafic ferroviaire au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse a été de nouveau perturbé vendredi dans l'après-midi avant de revenir à la normale le vendredi soir. Et nous avons noté également cette semaine la grève à la Tour Eiffel entraînant la fermeture de ce monument emblématique à Paris sur 1 jour et demi. Les accès de la Dame de Fer, comme on surnomme la Tour de France, ont été fermés à 16 h, indiquant un panneau au pied du monument en pleine saison touristique. Selon la direction, cette fermeture fait suite à la suspension des négociations entre les syndicats faisant des dizaines de touristes dépités. Les syndicats CGT et ceux du FO avaient déposé un préavis de grève pour ce jeudi, dénonçant des files d'attente parfois monstrueuses, générées selon eux par l'accueil des visiteurs munis de billets vendus en pré-vente pour accéder à la tour à des créneaux horaires spécifiques. Donc on est en grève depuis cet après-midi pour la simple et bonne raison qu'on avait déposé un préavis sur les problèmes d'accueil des visiteurs, sur les conditions d'accueil sur le parvis depuis début juillet. Les syndicats ne contestent pas la décision de monter à 50% la proportion de tickets ouverts à la réservation par créneau horaire contre 20% précédemment, mais déplorent que le choix de la direction de réserver l'un des 2 piliers d'entrée à l'accueil de ces visiteurs engendre des files d'attente souvent totalement déséquilibrées. La société revendique 10 000 billets horodatés vendus chaque jour et assure que le temps d'attente est très faible. Ce dispositif a été accompagné d'un important renfort d'effectifs, selon la société d'exploitation de la Tour Eiffel, qui parle d'une trentaine d'emplois sur un total d'environ 300. Et donc on demande d'adapter le dispositif en permettant l'accès par les 2 piliers à la prévente, avec des files séparées, avec un accès prioritaire pour les clients ayant un billet Internet, et on compléterait l'accueil dans les ascenseurs avec des ventes directes, mais ce qui éviterait d'avoir des files disproportionnées d'un ascenseur à l'autre. La SCTE n'a pas été en mesure d'indiquer quand le monument rouvrira, tandis que le syndicat CGT a annoncé la reprise des négociations dans la soirée du mercredi dernier. À la joie des touristes, ce monument visité par plus de 6 millions de personnes par an a rouvert ses portes vendredi dernier dans la matinée. Une autre grève cette semaine, c'était en Espagne, après Barcelone et Madrid, une grève des taxis contre la concurrence des véhicules de tourisme avec chauffeurs s'est étendue à d'autres régions d'Espagne, tandis qu'une réunion du secteur avec le gouvernement s'était terminée sans accord. La grève a été suivie notamment par les chauffeurs de taxi à Valence, sur la côte Est, à Saragosse et Bilbao dans le nord, et dans le sud, à Séville et sur la Costa del Sol, en solidarité avec les chauffeurs de taxi de Barcelone, en grève depuis jeudi dernier. Le secteur réclame la limitation du nombre de licences accordées aux VTC
à une pour 30 licences de taxi, comme le prévoyait un règlement municipal de Barcelone suspendu par la justice après un recours du gouvernement espagnol. Pour les représentants des taxis en grève, si le gouvernement veut un geste de leur part, il faudrait que des solutions concrètes soient trouvées. La décision d'aujourd'hui est que nous continuons. S'il veut un geste de notre part, alors ils l'auront, car nous allons annuler les actions que nous allions mener à l'aéroport. Nous allons maintenir la pression telle que nous le faisons en ce moment. Et ce sera notre geste jusqu'à ce que vendredi, ils fassent un geste plus large que celui fait aujourd'hui. Les représentants des taxis ont été reçus hier dans la mi-journée par le ministère de l'Équipement à Madrid sans réussir à parvenir à un accord. Les grévistes menaçaient de bloquer des ports, des aéroports et même la frontière avec la France si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Quant aux sociétés de VTC, elles ont de leur côté durement critiqué la grève des taxis, en particulier en raison d'agressions de leurs conducteurs mercredi dernier pendant la première journée de grève à Barcelone. Soulignant que le mouvement de grève a pris fin mercredi soir suite à l'engagement de Madrid de laisser les gouvernements régionaux régler le secteur. L'actualité cette semaine a également enregistré plusieurs catastrophes naturelles en Birmanie. La montée des eaux de crue a tué au moins 5 personnes et a causé plus de 130 000 déplacés. Environ 5 morts et des milliers de déplacés après les inondations de dimanche en Birmanie. C'est ce qu'a indiqué un responsable gouvernemental alors que de fortes pluies ne faisaient que s'abattre sur le pays. Les eaux ont submergé de vastes zones agricoles, de nombreux villages et ont même atteint les toits des maisons. Une situation qui inquiète plus d'un dans ce pays. Il y a des inondations comme d'habitude, mais pas comme cette année. Cette année était la pire jamais vue. Selon un responsable gouvernemental, 5 personnes sont jusqu'à présent portées disparues et ce bilan pourrait s'alourdir dans les jours à venir. Il a aussi ajouté que plus de 54 000 personnes ont été déplacées dans environ 163 camps mis en place dans le sud, le centre et l'est du pays. Tan Tang Win, l'une des victimes des inondations réfugiées dans l'un des camps. Nous sommes venus ici parce que notre maison est complètement inondée et nous n'avons nulle part ailleurs où aller. Ces inondations surviennent alors qu'une mousson particulièrement intense frappe depuis plusieurs jours la région, provoquant des pluies torrentielles qui ont entraîné l'effondrement d'un barrage la semaine dernière au Laos, une catastrophe qui a fait des dizaines de morts et de disparus. Rappelons que la Birmanie est chaque année frappée par des graves inondations et les climatologues l'ont classée en 2015 en tête d'une liste mondiale des pays les plus touchés par des conditions météorologiques extrêmes. Cette même année, plus de 100 personnes avaient été tuées dans des inondations et des milliers d'autres avaient été déplacées à travers le pays. Et en Californie, des avions bombardiers d'eau et des hélicoptères participent à la lutte contre des incendies qui ont fait au moins 8 morts et plus de 12 000 pompiers sont mobilisés pour lutter contre le feu déclenché depuis le 23 juillet dernier. Selon le service baptisé Call Fire, une quinzaine d'incendies sévissaient lundi en Californie. Plus de 12 000 pompiers envoyés en renfort par 16 États, d'aussi loin que le New Jersey, la Floride et le Maryland étaient arrivés lundi soir dernier pour prêter main forte à leurs collègues et les relever. Selon le dernier bilan de Call Fire, l'incendie baptisé CAR n'était circonscrit qu'à 23% et s'étendait sur près de 42 000 hectares. Près d'1 millier de bâtiments ont été détruits ou endommagés et quelques 4 000 autres restaient menacés. Le chef adjoint du service des pompiers de Californie affirme que l'équipe sur place commence à regagner du terrain, mais toutefois, il s'est montré prudent face aux caprices d'une météo imprévisible. Selon le National Weather Service, une vague de chaleur dangereuse va continuer d'apporter des températures et une sécheresse très élevée depuis la Californie jusqu'au nord-ouest sur le Pacifique. Rappelons que le gouverneur de la Californie, Jerry Brown, a déclaré ces derniers jours l'état d'urgence, en particulier dans les comtés de Shasta, Lake, Napa et Mendocino.
Selon un bilan jeudi matin du service des pompiers Cal Fire, le Car Fire a détruit près de 51 000 hectares depuis son départ à la suite de la défaillance d'un mécanique d'un véhicule. Aussi en Californie, alors que les pompiers s'employaient à lutter contre les incendies, les vents qualifiés d'erratiques et les secs ont fait progresser des brasiers forts encore incontrôlables. Les pompiers du comté de Chatsa, où sévit cet incendie depuis le 23 juillet dernier, ont expliqué que des vents erratiques et des conditions atmosphériques chaudes et sèches sur l'incendie baptisé Car Fire ont entraîné un accroissement du feu la nuit dernière. La différence avec ce feu, c'est que les vents ont été très forts et que le feu a été très erratique et très extrême. L'humidité très faible, l'humidité à un seul chiffre, combinée avec ces vents et un terrain très accidenté de cette région, a causé une lutte extrêmement difficile contre les incendies. À l'ultime pointage de samedi dernier, 38 000 personnes ont été évacuées dans le comté du fait de ce qui a été qualifié de foyer incontrôlable par le gouverneur de Californie, Jerry Brown. Selon le dernier bilan établi dimanche dernier à 14 h, Car Fire a réduit en cendres plus de 36 000 hectares, détruit environ 517 bâtiments et en a endommagé 135, bien qu'étant circonscrit qu'à 5%. Nous avons actuellement circonscrit 5% de ce feu. Nous en sommes à 89 194 acres. Donc, c'est un feu très grand et c'est un très petit pourcentage de confinement. Le feu continue de croître et nous faisons tout ce que nous pouvons pour le contenir. Autre brasier marquant, le Cranston Fire, face auquel plus de 7000 personnes ont dû être évacuées. Le feu d'origine humaine a détruit 5300 hectares et était circonscrit à 29%. Suite à ces incendies meurtrières, le président Donald Trump a signé samedi dernier un décret ordonnant à l'Agence de gestion des situations d'urgence d'apporter son soutien aux autorités de Shasta. Dans l'ensemble du pays, d'après le Centre national de coordination des incendies, 39 incendies d'envergure sévissaient dimanche avec plus de 87 000 hectares partis en fumée. La sécheresse sévit également en Irak. Elle met à l'agonie bovins et éleveurs. Bientôt, quelques-uns pourront être sacrifiés pour que le reste du troupeau survive à ce fléau au désespoir des éleveurs. Une catastrophe dans cette partie du pays où 450 000 familles vivent de l'élevage. Au total, les troupeaux ont fondu de 30% cette année par rapport à l'année dernière. Ces ressources en eau diminuent depuis des années. Actuellement, le taux de remplissage des réservoirs de ces barrages n'est plus qu'à 10%. Sayed Sartar, agriculteur dans la province, a vu plusieurs de ses buffles dépérir de soif. Pour éviter plus de dégâts, il s'est résolu à vendre plusieurs ruminants pour en nourrir d'autres. Les agriculteurs de la région vendent un animal pour en nourrir un autre, ou comme on dit, l'un en mange un autre. Les agriculteurs vendent un animal pour acheter de l'eau et du fourrage pour les autres animaux. Certains animaux sont morts de soif parce qu'ils boivent de l'eau sale ou salée. Pour étancher la soif de leurs animaux, les éleveurs doivent, eux, acheter à prix d'or une eau qu'ils ne trouvent plus dans la nature. Ali, éleveur de 24 ans, confie vivre avec une épée de Damoclès en permanence et parcourt des distances de plus en plus grandes afin de dénicher des sources d'eau pour son troupeau. Autour de lui, les lits asséchés de cours d'eau témoignent de la sévérité de la sécheresse. Nous cherchons de l'eau des camions citernes par baril et nous les transportons en voiture. Jamais dans l'histoire, l'Irak n'a connu une telle catastrophe, selon Ahmed Al-Assawi, chef de la coopérative agricole de Najaf. La sécheresse a également des conséquences sur les bovins qui se contaminent très rapidement les uns sur les autres et meurent à force de boire l'eau des marais. Il n'y a pas d'eau, pas d'agriculture et les animaux ont besoin d'herbes cultivées pour vivre. Comme il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'herbe et les fermiers vendent une partie de leurs animaux
pour acheter de quoi nourrir l'autre partie. Par conséquent, avec le temps, les agriculteurs vont vendre tout leur bétail. Il n'y aura plus de bétail. Les agriculteurs vont ensuite quitter les zones rurales dans lesquelles ils vivent. Sur les marchés, les bovins qui se vendaient encore récemment jusqu'à 5 000 $ par tête s'échangent désormais contre à peine 1 500 à 2 500 $. À ce prix, un bœuf vendu ne peut garantir que 2 mois de foin d'eau pour nourrir ses congénères. Pour faire face, beaucoup d'éleveurs ont contracté des dettes ou pris des crédits. Désormais, incapables de rembourser, certains ont récemment manifesté dans le sud de l'Irak pour tenter d'obtenir des délais supplémentaires. L'une des causes des catastrophes naturelles se trouve en la présence de gaz contribuant au réchauffement de la planète. Ces gaz ont atteint des niveaux records partout dans le monde en 2017, une année marquée par des températures anormalement élevées, une fonte des glaces sans précédent dans l'Arctique, selon un rapport publié par l'Agence nationale océanique et atmosphérique. Selon ce rapport annuel publié par l'Agence nationale océanique et atmosphérique, NOAA et la Société américaine des météorologistes. Tout un ensemble d'indicateurs montre que le réchauffement de la planète s'est accéléré sous l'effet de la combustion d'énergie fossile qui augmente de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère en 2017. Ce rapport de 300 pages, compilé par plus de 450 scientifiques originaires d'une soixantaine de pays, emploie le mot anormal plus d'une douzaine de fois pour décrire des tempêtes, des sécheresses, les températures élevées ou encore les fontes records de la glace dans l'Arctique 2017. Lors d'un point de presse, Gregory Johnson, un océanographe qui travaille pour les services météorologiques fédéraux NOAA, a souligné que même si le taux de gaz à effet de serre à leur niveau était gelé, les océans continueraient de se réchauffer et la mer aussi continuerait de monter pendant des siècles, voire des millénaires. Des températures plus élevées des masses océaniques ont conduit à un taux d'humidité plus élevé, en particulier ces 3 dernières années, provoquant les plus de précipitations, tandis que d'autres parties de la planète ont souffert de longues périodes de sécheresse. En Afghanistan, un bus de passagers a sauté sur une mine mardi dernier dans l'ouest du pays. Bilan, au moins 11 morts et 31 blessés pour la plupart des femmes et des enfants. Effectuant la liaison Herat-Kaboul, le bus a sauté sur une mine dissimulée sur la route dans le district de Baluk à Farah vers 4h30. Cette mine aurait été posée par les talibans pour frapper les forces de sécurité. Le porte-parole du gouvernement, Nasser Nessi, a fait état de 11 morts et 31 blessés, alors qu'un bilan initial aurait donné 8 morts et une quarantaine de blessés. Une bombe a frappé notre bus. Certains ont été tués, d'autres très grièvement blessés. Les passagers du bus étaient en grande majorité des chiites de la minorité Hazara. Le médecin responsable de l'hôpital de Herat-Ouest, le docteur Ibrahim Mahmadi, a annoncé avoir reçu une douzaine de blessés, des femmes et des enfants. La plupart atteints à la tête souffrent de fractures. Les autres ont été repartis dans les cliniques et établissements de Farah. Cependant, certains corps ont déjà été récupérés par les proches. Après que le bus a sauté sur la mine, des cadavres et des blessés sont arrivés à l'hôpital d'Herat. Nos médecins s'occupent des blessés et tentent d'identifier les cadavres afin de pouvoir rendre les corps aux familles. Rappelons qu'en 2017, les insurgés ont essayé à 3 reprises de s'emparer de la ville de Farah selon le réseau d'analystes afghans. Aussi, mardi dernier, un avion de la compagnie Aeroméxico s'est écrasé juste après son décollage dans l'état du Durango, dans le nord du Mexique, faisant 85 blessés. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée selon les autorités locales. L'avion de type Embraer 190 qui effectuait la liaison entre Toronto, dans l'état de Toronto et Mexico, s'est écrasé vers 15h30 local, 20h30 GMT, avec 99 passagers à bord, dont 11 enfants et 4 membres d'équipage, tandis qu'il décolla au milieu d'un orage. Au total, 97 personnes ont été admises dans les hôpitaux de la ville, mais la majorité des blessures très légères. Selon le porte-parole de la protection civile locale, Alejandro Gartosa, et certains auraient déjà pu regagner leur domicile. L'avion aurait été pris dans une forte averse de grêle au moment du décollage et aurait été tenté
défectueux un atterrissage forcé selon Catosa. Le directeur général d'Aeromestico, André Goneza, a précisé lors d'une conférence de presse que l'appareil mis en service en 2008 était parfaitement entretenu, mais n'a pas donné de détails sur les circonstances de l'accident. Il a remercié l'équipage pour son professionnalisme et a salué l'attitude des passagers, précisant que tous les frais médicaux des victimes seraient pris en charge par la compagnie. Le constructeur d'avions brésilien Embraer, de son côté, a annoncé l'envoi d'une équipe de techniciens sur place pour enquêter sur l'accident. Au Vietnam, au milieu des vertes collines du centre du Vietnam, 2 mains en pierre géante émergent de la forêt, soutenant un pont doré. Les touristes y viennent en masse pour garder l'image de cette nouvelle attraction touristique du pays. Situé dans la ville de Da Nang au Vietnam, le Golden Bridge, ou Vo Cang en vietnamien, est ce pont doré qui a été inauguré au mois de juin dernier. Haut d'environ 1400 mètres d'altitude, au-dessus des forêts du centre du Vietnam, ce pont offre une vue spectaculaire aux différents visiteurs qui peuvent admirer tout le paysage infini et la nature majestueuse de Ba Nan. L'architecture unique de cette construction est mise en valeur par des chrysanthèmes lobélis plantés le long du sentier sur le pont. Ce dernier ressemble à une bande en soie cachée par les nuages de Da Nang. Les fleurs, quant à elles, complètent les balustrades couleur or. Cette incroyable création architecturale s'étend sur pas moins de 150 mètres et donne l'impression aux visiteurs, d'après leur dire, de traverser le paradis. Selon eux, les 2 mains géantes ont une connotation spirituelle, divine, et leur donnent l'impression d'être guidés par un titan de pierre. Les touristes venus de différentes villes du Vietnam, émerveillés par ce joyau architectural, donnent leurs impressions. Je suis très impressionné par ce pont parce que ces 2 mains sont tellement impressionnantes et cela ajoute une dimension unique et exceptionnelle au pont sur les collines de Ba Nan. Je pense que le pont est magnifique, avec un style architectural incroyable. D'ici, nous avons la vue de Da Nang, c'est tellement sympa. Ce projet conçu pour le jardin thaïlandais Tien Dai, estimé à environ 2 milliards de dollars, a pour but d'attirer plus de touristes dans la ville de Bana Hills. Il faut rappeler que les attractions spectaculaires ont fleuri au Vietnam ces dernières années. La dernière en date est une installation, le nuage de cristal composé de 58 000 cristaux Swarovski qui scintillent dans les rizières du nord du pays. Le Vietnam cherche à attirer les touristes avec pour ambition de devenir une destination incontournable en Asie du Sud-Est. Il a accueilli 13 millions de visiteurs étrangers en 2017, chinois pour la plupart, loin de 35 millions de touristes venus en Thaïlande la même année. À la recherche d'antiquités, à l'aide d'un scaphandrier de fortune, une poignée de Thaïlandais bravent les eaux de la Chao Phraya, le fleuve de Bangkok. Suivons. Sur la Chao Phraya, on l'appelle le professeur. 20 kilos de métal reliés par un tube à une bouteille d'oxygène. Une prière devant ce scaphandrier de fortune et Booming Samang s'enfonce jusqu'à 30 mètres de profondeur. Difficile de voir quelque chose dans ce fleuve qui traverse Bangkok. Mais pour Booming et ses 30 ans d'expérience, la pêche a été bonne. Il y a des pièces de monnaie pour les achats de tous les jours. À l'époque, on vivait sur des barques et il y avait des marchés flottants. Les habitants laissaient tomber leurs bijoux et leur argent dans la rivière. Quelques pièces de cuivre qui seront revendues 15 $, 2 fois le salaire minimum journalier en Thaïlande. Un commerce techniquement interdit, mais ce qui inquiète ces plongeurs, c'est plutôt un programme de développement immobilier. Les autorités ont ordonné l'expulsion de familles vivant dans ces maisons sur pilotis. S'ils nous déplacent dans le centre de la ville, 90% d'entre nous allons perdre notre travail, car il sera très difficile d'avoir accès à la rivière. Malgré les difficultés, la jeune génération continue de se rêver en Indiana Jones des fonds marins.
C'est comme une aventure, c'est marrant. On pourrait continuer indéfiniment. On ne sait pas ce qu'on va trouver, ce qu'on aura aujourd'hui ou où on sera. Cette semaine, nous nous sommes rendus également au Kenya, particulièrement à la bibliothèque Macmillan. Deux Kenyans ont décidé de réhabiliter cette architecture coloniale en vue de permettre aux touristes africains et kenyans d'en profiter. Au beau milieu des immeubles modernes du centre de Nairobi, les colonnes et les lions de pierre de la bibliothèque Macmillan détonnent. Elle est l'un des rares bâtiments de l'ère britannique qui demeure debout dans la capitale kenyane. Malgré ses ouvrages défraîchis, la bibliothèque accueille chaque jour plus de 70 personnes. Wanjiru Koinange, écrivaine, et Angela Wachuka, éditrice, ont mis sur pied un ambitieux projet de réhabilitation. À terme, le bâtiment ressemblera exactement à ce à quoi une bibliothèque de Nairobi en 2018 doit ressembler. Collection digitale, œuvres d'art et livres d'artistes et d'écrivains locaux, événements, lectures, cafés. La bibliothèque a été ouverte en 1931 en l'honneur de l'américain William Macmillan, qui s'était installé dans le pays au début du XXe siècle. Depuis, la bibliothèque n'a pas bougé. Ses archives laissées à l'abandon recèlent de véritables trésors pour les historiens. Voici des photographies du président Roosevelt lors de sa visite dans une mission de Nairobi en 1909. Après de longs pourparlers, Wanjiru et Angela ont obtenu l'autorisation du gouvernement kényan pour mener à bien leur projet. Leur objectif, donner accès à la littérature au plus grand nombre. Pour moi, en tant qu'éditrice, l'une des principales préoccupations est de savoir où le travail que vous avez produit va vivre et comment il va être expérimenté par les gens. Où ce travail va-t-il être archivé ou sera-t-il accessible au public? Wanjiru et Angela ne comptent pas s'en tenir à la bibliothèque Macmillan. Elles veulent aussi réhabiliter 2 autres bibliothèques de quartier à Nairobi. Près de 180 personnes viennent chaque jour dans celle-ci, plus pour y trouver du calme et une connexion Internet que pour y consulter les ouvrages. Je dois avouer qu'il n'y a pas de livres récents ici. C'est assez difficile de consulter des livres d'actualité. Pour ces 3 bibliothèques, Wanjiru et Angela ont une seule et même obsession. Remplacer les vieux ouvrages de l'époque coloniale par des livres d'auteurs kenyans et africains. Une collecte de fonds sera lancée en septembre pour faire de ces 3 bibliothèques les nouveaux centres de vie culturelle de Nairobi. Fin de cette rétrospective de la semaine. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur A12.